réussir et à mettre en œuvre et en mettre en place ce programme extrêmement pertinent qu'il nous propose. Merci pour ta question, camarade Augustin. La troisième question, c'est la question de Mariam. Oui, merci, camarade Nyangoma. Donc, la question que je veux poser au professeur, il a parlé de la monnaie unique africaine, la MUA. Pour la mise en place de cette monnaie, comme il l'a précisé, il faut d'abord et avant tout une décision politique. Sachant que certains pays africains n'ont pas le courage de faire face à la France pour sortir du franc CFA, certains le feront, certains en ont le courage, ils peuvent le demander, mais pas tous. Et cette décision politique, elle doit être commune pour une monnaie commune. Donc, la question est la suivante. Ne pensez-vous pas, professeur, qu'il faille passer d'abord à des monnaies nationales pour que chacun de ces pays retrouve, on va dire, son... quel est le terme bon, bref. C'est-à-dire sa souveraineté. Voilà sa souveraineté. Pour ensuite, ce qui donnera des ailes, entre guillemets, et changera la situation pour qu'enfin, il puisse y avoir maintenant une décision, une union pour cette coalition, on va dire, politique pour une monnaie commune. Voilà. Est-ce qu'il faut passer d'abord par les monnaies nationales avant une monnaie commune? C'est ma question. Merci. Bon, la quatrième question, c'est Sosten veut poser une quatrième question, mais laissons d'abord le professeur répondre aux trois premières questions et faire des commentaires sur les contributions faites tout à l'heure. À vous, le professeur. Bien, merci. Je commence par la dernière question de Mariam. Notre sœur Mariam, elle se demande, est-ce qu'il ne faut pas passer d'abord par les monnaies nationales avant de passer aux monnaies, à la monnaie unique africaine? C'est une interrogation majeure. Mais je dis et je répète, nous sommes à l'ère des grands blocs. Chacun de nous pris isolement est atomisé, il est faible et on peut l'anéantir et puis il n'y a rien. Quand vous regardez à l'échelle planétaire, vous allez aux États-Unis d'Amérique, ils sont 50. Même malgré ça, ils sont unis au Canada et au Mexique formant l'ALENA. Tout le reste, ils forment le Mercosur. Vous allez, ce que je pourrais dire, au niveau de l'Australie. L'Australie est à la fois un pays et un continent. Vous allez en Chine. La Chine, qui est ce qu'elle est, officiellement 1,4 milliard, mais même dans la réalité 1,5 milliard. Mais la Chine s'unit à 10 autres pays qui forment l'ASEAN. Tout ça, c'est le plus vaste marché. Et la Chine, dans son programme, attend même finalement imposer même le yuan pour pouvoir même se débarrasser comment on appelle, du dollar, qui est une monnaie refuge. Au niveau de l'Europe, vous et moi, nous sommes témoins oculaires et on a créé l'euro. Aujourd'hui, dans la zone euro, il y a 19 pays. Je reprends, il y a 29 pays qui sont membres de l'Union européenne, mais à l'intérieur, 27, à l'intérieur, il y a 19 qui utilisent la même monnaie et qui constituent la zone euro. Vous et moi, nous sommes témoins oculaires. Ils sont en train de constituer les États-Unis d'Europe. Et nous sommes là, en train de nous entredéchirer dans des micro-États. Alors que ces micro-États, historiquement, n'ont aucune légitimité. Hier, vous étiez là, ils sont partis, ils ont frappé la Côte d'Ivoire de Gbagbo devant tout le monde. Et puis, il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas indignés.
mais nous n'avons aucune force pour pouvoir défendre l'ennemi, pour pouvoir nous défendre. Ce sont là des réalités. Je rappelle, comme vous m'appelez professeur, je suis un prof, j'ai fait des théories, mais j'ai les pieds agissant sur terre. La réalité du terrain veut que vous et moi, nous mettions de côté notre monnaie dite nationale. La monnaie est un facteur d'unification. Les Européens, vous savez pourquoi ils vont par petits pas? Ce qu'on appelle par petits pas. Parce que ce que Adolf Hitler a voulu réussir par la violence, c'est ce que Angela Merkel est en train de faire, ou du moins à partir de qu'on appelle Kohl. Ils ont laissé les Allemands laisser leur monnaie forte, qui était le Deutschmark, parce qu'ils ont une vision, ils ont vu loin. Ils savent que c'est eux qui sont les pays les plus industrialisés. En acceptant l'euro, il aura la vérité des prix. Et l'Allemagne va damer le pion à tous les Européens qui sont membres de ce marché-là. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la grande puissance qui est là. Qu'est-ce qu'un petit pays, que ce soit, même le Nigeria, n'est rien du tout devant l'Union européenne, n'est rien du tout devant les États-Unis. En un mot, nous sommes à l'ère de la formation des grands blocs. On parle de la continent, je dirais, de la sous-régionalisation et je dirais de la continentalisation des pays, et non des économies, excusez-moi, des économies. Donc, il n'est pas normal de privilégier des monnaies nationales parce que justement, c'est la solution de facilité pour ne rien faire. Ce qui manque aujourd'hui aux Africains, ce ne sont pas les richesses naturelles qui manquent, ce ne sont pas les hommes qui manquent, ce sont les décisions politiques hardies, dignes de ce nom. Vous et moi, qu'est-ce que nous faisons ici en Europe? Vous et moi. Vous croyez que la vie se trouve ici en France pour nous? La vie, la vraie vie se trouve en Afrique. Vous le savez, je le sais, je ne vous apprends rien. Ce qui manque, c'est l'argent. Quand je dis ce qui manque, c'est l'argent, ça veut dire nous vivons de la mendicité financière internationale qui nous affaiblit. C'est ça. Donc, c'est cette monnaie-là qui est au centre. Vous avez la souveraineté monétaire. En même temps, vous prenez votre décision politique qui vous arrange. La souveraineté monétaire et la souveraineté politique vont ensemble. La monnaie et la politique, ce sont les deux faces de la même médaille. Donc, ceux qui disent qu'il faut passer par les monnaies nationales, tout ça, c'est pour toujours donner de la valeur à des micro-États. Oui, il y a un petit roitelet là qui domine sur ses frères et sœurs, et puis lui-même, face au grand bloc, il est atomisé, il est balayé. Nous voulons construire une Afrique qui gagne. Ce sont là les véritables décisions qu'il faut prendre. Nous nous plaignons parce que la France nous exploite, parce que les autres pays nous exploitent. Mais regardons-nous en face. Nous sommes simplement à la conquête des mots nouveaux. Quels sont les mots nouveaux? Hier, c'était l'assistant. Aujourd'hui, on va nous accompagner. Aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant, alors que vous savez, vous et moi, nous ne gagnons rien du tout. Nous sommes là. Donc, ce que nous sommes en train de dire, si vous et moi, si vous êtes assis sur des stocks d'or et que vous mourrez, eh bien, vous pourrissez sur les stocks d'or, mais ils viennent, ils enlèvent votre cadavre et puis ils prennent les stocks d'or. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on est en train de nous chasser même de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, vous le savez, nous-mêmes les Africains, nous vendons à vil prix nos terres. C'est-à-dire, on sera étranger chez nous en Afrique. Les Chinois arrivent, tout le monde arrive et le paysan, il est là, on a acheté la terre, il n'est même pas au courant. Et demain, on dit, il faut partir. Ou alors, il se fait un ouvrier agricole. Tout ça, chers sœurs, réfléchissez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi dans l'immédiat, mais réfléchissez. Tout ça, ça tourne autour d'un seul problème, c'est l'argent, c'est la monnaie. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils vendent. Professeur, le temps est limité. Vous pouvez passer. Le temps est écoulé. Très bien. Vous pouvez passer donc, je vais aller rapidement. Merci. Deuxièmement, notre sœur
notre frère Daïro, il dit il faut se mettre ensemble pour imposer une décision importante, avoir une vision. En un mot, ça veut dire, il dit la même chose, avoir une vision très claire. Ce sont des gens décidés. Il faut une vision. On dit c'est ici là qu'on va. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Vous ne voyez pas les résultats, c'est nous sommes en train de faire l'histoire. Ici et maintenant. Ce que les Chinois ont fait, ce que les Suisses ont fait, tout ça, nous sommes capables de le faire. Notre problème, nous n'avons aucune vision. Nous parlons, mais quand on dit voilà comment il faut agir, maintenant la sœur Augusta demande, bon, il faut peut-être débouter les dirigeants actuels, et puis sinon par quel processus mettre en place, etc. Je répète, enfin je réponds. Si les Africains se taisent, je reprends, ce n'est pas seulement un problème des dirigeants africains, mais les dirigeants même qui consomment, ça c'est maintenant en tant que quelqu'un, qui consomment les mesures d'austérité, les mesures qui font souffrir, s'ils ne disaient rien, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils sont quelque part complices. Mais cette complicité doit être nuancée. Pourquoi? Parce qu'il leur manque des informations. C'est pourquoi nous faisons ce travail qu'on appelle l'éveil des consciences. Il n'y a pas de développement d'un pays sans éveil des consciences. Peut-être que nous autres, nous n'allons peut-être pas voir la nouvelle Afrique, mais nous faisons des enfants et nous espérons que nos enfants, sinon les enfants de nos enfants, vont voir la nouvelle Afrique. Comme le disait John Foster, eh bien, si on enlève les Africains de l'Afrique, nous allons faire de l'Afrique le paradis terrestre. Il n'a pas dit paradis céleste, il a dit paradis terrestre, parce qu'effectivement, on peut faire de l'Afrique un paradis. C'est ça le vrai problème. Et quelles sont les solutions? Je me répète, battons monnaie, transformons les matières premières chez nous. Et puis, nous sommes unis dans un seul État. Quiconque touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Voilà la réalité. Tant que vous et moi, nous sommes en train de spéculer intellectuellement, en train de faire n'importe quoi, les autres nous regardent. On dit, ceux-là, ils sont tellement faibles, ils passent leurs énergies dans les bavardages inutiles. Comme disait un ami blanc, il dit, quand deux Africains se rencontrent, ils vont critiquer le blanc jusqu'à... Et puis après, pour eux, ils ont fini d'agir, ils s'en vont dormir. Mais c'est ce que vous et moi, nous faisons. C'est ce que nous faisons. Donc, nous devons maintenant, quand on sait ça, nous devons conscientiser. Et cette conscience-là, hier, je rappelle, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, ça fait 21 ans. Quand j'ai parlé du problème du CFA, que c'était la pire des monnaies, que ce n'était pas bon, on disait que j'étais fou. Mon ami François Ndegwe, on dit ça, ce sont des fous. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à être fous. Voilà. Donc, la vérité est têtue. Chez nous, on dit, il y a un seul qui tue un éléphant, un seul chasseur, et tout le village vient dépêcher, vient le partager. Mais c'est ce que vous et moi, nous devons faire. Nous devons faire en sorte que notre séjour à l'étranger, nous devons ouvrir notre conscience et aller vers les autres. C'est ça, l'éveil des consciences. Parce que quand un peuple est éveillé, c'est fini. Vous croyez que ceux qui sont en Afrique du Nord, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, comment on appelle, le Maroc, ceux qui sont ici en prend les dirigeants africains, quand ils vont là-bas, ils marchent sur la pointe des pieds. Parce qu'il y a des mots à ne pas prononcer parce qu'ils ont affaire à un peuple qui est éveillé. Dès qu'ils disent un mot qui est déplacé, tout de suite, ils ont affaire aux populations de là-bas. Mais quand ils quittent l'Afrique du Nord, qu'ils viennent en Afrique subsaharienne, chez les Noirs, ils ont affaire à un terrain conquis, à des peuples conquis. Voilà le problème. Donc, c'est nous qui prêtons le flanc à ces gens-là. Voilà pourquoi ils n'ont aucune considération pour nous. Il ne suffit pas de dire « respectez-moi, respect ». Non, le respect et la conscience ne se décrètent pas.
Le respect, la conscience ne se mérite pas, ne se demande pas, mais se mérite. Et ce mérite, on l'a à travers son comportement. Voilà la réalité, chers sœurs. Je m'excuse de vouloir lever le ton, mais c'est parce que je suis en permanence révolté. Je vous remercie. OK, on pourrait prendre un deuxième round de questions de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ensuite, on verra si on a encore un peu de temps, continuer avec ceux qui sont dans la salle et qui sont nombreux à lever la main. OK, merci Léonard. Nous avons eu quelques soucis donc, de connexion et de ce fait, nous avons visiblement raté beaucoup donc, de questions. Bon, les commentaires qu'on a ce sont donc des félicitations sur la compréhension. Une seule question. L'expérience a montré que depuis 1960, tous les patriotes, tous les nationalistes sur le continent qui étaient dans des gouvernants, qui ont essayé de sortir du système de la France-Afrique ont été assassinés. Alors, donc la question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'accomplir dans chacun de ces pays une révolution qui amènera donc à la tête de ces pays de vrais patriotes, et est-ce que avec les vrais patriotes, l'union donc de ces peuples, des peuples africains, des pays africains francophones ne serait pas plus facile? Voilà donc la seule question que je retiens et que je vous pose en direct au professeur Bou. Merci. Bien. Merci. Merci. On pourrait prendre d'autres questions peut-être ou alors on pourrait se répondre à cela et puis il y aura un autre round pour la salle. Bien. Comme je disais, c'est l'éveil des consciences. Quand le peuple est éveillé, c'est fini. C'est à dessein que je ne prononce pas ce mot révolution, etc. Prenons un petit cas. Qui a chassé le dirigeant du Burkina Faso? Ce sont les Burkinabés. C'est l'éveil des consciences. Et je suis convaincu que petit à petit, l'éveil des consciences va s'agrandissant. Un moment arrivera où tous les peuples africains seront tellement éveillés qu'aucun dirigeant africain n'osera dire que je fais troisième mandat. Tout ça, ce sont des signes précurseurs de l'éveil des consciences. Pourquoi? Parce que les Africains ont quitté l'Afrique. Ils disent qu'ils s'en vont chercher des solutions salvatrices en Europe et ils s'en vont traverser le désert. Ils meurent. Ils s'en vont se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Ils s'en vont mourir dans les océans. Mais un moment viendra où ils vont prendre conscience que le salut ne se trouve pas hors de l'Afrique. Mais le salut se trouve en Afrique même. Et c'est là qu'il faut mener le combat de libération nationale. Ce sont la population, elle est jeune. Quand elle va comprendre que le salut n'est pas en France, le salut n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique, vous allez voir que le combat va se mener. Ce qui est important, c'est de continuer à éveiller les consciences. Voilà, parce que quand ils seront éveillés, c'est eux-mêmes qui vont s'organiser. C'est eux-mêmes qui vont faire la révolution. C'est pourquoi nous autres, nous ne disons pas révolter, révolter. Nous leur montrons que voilà la faille. Où est-ce que vous avez vu, dans n'importe quel pays africain de la zone française, est-ce que vous avez vu une seule fois un blanc qui est là-bas pauvre? Il est clochard ici en France, mais quand il va dans les pays africains de la zone française, il dort dans les belles villas. Ce n'est pas qu'il est plus intelligent, mais lui, il a accès à des crédits bancaires qui lui permettent de créer son entreprise, qui lui permettent de bien vivre. Et vous, nos sœurs, vous qui n'êtes pas encore, parmi vous, celles qui ne sont pas mariées, voilà le secret. Prenez un clochard ici, lavez-le, allez au pays, arrivez là-bas, il se présente à l'ambassade de la France qui est là-bas, eh bien, on va lui donner des crédits et puis vous allez sortir ensemble de la pauvreté. Voilà votre secret, les sœurs.
Elles ne sont pas mariées, bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. C'est que je suis en train de dire, même si je rigole un peu, mais celui qui a l'argent, celui qui contrôle la monnaie, il contrôle tout le pays. Ça, c'est connu dans l'histoire du monde. Professeur, je crois qu'on peut prendre une autre série de questions. Oui. Vous avez très bien répondu à toutes les questions. On pourrait continuer avec les autres. Encore 4 questions. Il y a Sostel, il y a Armand, il y a Roland, il y a un autre qui s'appelle Missianouhumna. Missioun, oui, c'est bien ça, Missioun. Missioun, ok. Voilà, alors la parole est donnée à Sostel. Soyez conçus, 2 minutes au maximum pour chaque question. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais revenir sur l'Union africaine. Et je me pose la question toujours, cette Union africaine, qu'est-ce qui les unit en réalité? Quelles sont les valeurs, à part qu'ils sont dans un continent? Moi, je cherche toujours à savoir. C'est vrai que le passé devrait nous unir, mais quels sont les liens? Parce que les autres continents, il y a des valeurs, il y a des choses qui les unissent. Parce que cette Union africaine, moi j'ai un ami qui travaille dans l'Union africaine, l'institution, ces pays ne payent même pas la cotisation. Avant, c'était Kadhafi qui payait la plupart des cotisations pour eux. Depuis qu'il est parti, mais ça veut dire qu'ils sont dans un club et ils ne payent même pas. Et moi, je cherche les éléments qui nous unissent pour voir comment on peut travailler ensemble. Parce que tout part de ça à mon niveau. C'est vrai, la monnaie est essentielle. Mais si vous vous entendez pas, je ne sais pas ce qui unit un Camerounais, un Gabonais, un Guinéen, à part qu'ils sont côtiers. Voilà ma question. Merci. OK. Maintenant, la parole est donnée à Armand. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais remercier déjà le professeur sur sa démonstration, qui est une démonstration de visionnaire. J'adhère totalement et si j'avais à chercher à diriger un pays, je prendrais ça comme programme. Maintenant, des visionnaires, on en a eu en Afrique. Beaucoup l'ont dit avant moi, on a eu des visionnaires, mais qui n'ont pas réussi. Alors, moi, je pense que la première chose que chacun de nous doit faire, c'est de devenir déjà des ambassadeurs de ce programme du professeur. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, Augusta l'a dit avant moi, comment on peut mettre ça en place? Je fais la différence en France entre le gouvernement français, les gouvernements français et le peuple français. Je pense que le jour où on mènera des combats ici en France et en Europe en général, si je prends le cas de la France, pour que la politique africaine de l'Afrique se décide au Parlement, je pense qu'on pourra faire un petit pas vers l'avant. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'était le travail de la société civile. Le professeur a donné l'exemple de l'accaparement des terres de nos paysans dans nos pays d'origine. Moi, je prends l'exemple du Cameroun. Je pense que la société civile a son rôle à jouer. Il a parlé de l'argent. Les Occidentaux, les Chinois arrachent les terres de nos paysans parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et parfois, ce n'est pas grand-chose. Avec 300 €, on peut remettre nos paysans au travail et éviter que ces terres soient arrachées. Là, moi, je suis dans un réseau d'associations camerounaises qui mènent maintenant un combat justement pour que les Chinois, les Français qui arrachent les terres des paysans, qu'on bloque tout ça. Et comment on fait? On donne de l'argent à ces paysans pour qu'ils continuent à travailler leurs terres. Et ça, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais avec des actions comme ça, on peut arrêter quand même l'hémorragie de pas mal de choses. Donc, honnêtement, autant je suis fasciné, je suis toujours fasciné par le professeur par rapport à ses développements et ce qui vient encore de nous présenter aujourd'hui, mais comment on doit mettre ça en application. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on doit devenir les ambassadeurs parce que les gens ne sont pas au courant. Certains disent souvent informer, c'est déjà agir. Nous, on se retrouve toujours entre nous. Comment faire pour sortir de notre petit cercle pour que tout ce développement-là qui vient d'être fait
soit partagé avec un maximum d'Africains et de Français. Parce qu'on a beaucoup d'amis français, franchement, qui adhèrent à notre combat et qui peuvent être à nos côtés pour faire avancer les choses. Voilà un peu ce que moi j'avais à apporter comme contribution. Merci. Merci, excellente contribution. Maintenant, c'est le tour du camarade Roland. Merci, merci Léonard, merci à la DUP tout simplement d'avoir organisé ce long échange-là. Merci à Agboou, notre frère là, auteur d'un ouvrage effectivement qu'il faut populariser le plus possible, à savoir effectivement le CFA comme étant une monnaie, je dirais en fait correspondant à ce qu'il a appelé lui-même dans ses formules à lui, qui sont fort justes, le nazisme monétaire. Maintenant, ma question est la suivante. Et s'adresse directement à Gou, à notre frère, mais aussi à nous tous. Concrètement, aujourd'hui, l'objectif, effectivement, d'une monnaie unique africaine, ça, c'est l'objectif que nous devons nous fixer, le but. Mais je pose la question suivante. Est-ce que la voie de passage pour aller vers ce but-là, d'une monnaie unique africaine, MUA, comme dit Agboou, n'est pas la défense intransigeante, malgré ses défauts par ailleurs, de l'ECO contre le CFA ECO. Si on ne mobilise pas les peuples africains pour faire triompher l'ECO décidé par la CEDEAO, eh bien, ce sera le recul. Et la MUA sera effectivement un rêve, celui de Agboou, d'un certain nombre d'entre nous, mais on ne l'atteindra pas. Aujourd'hui, concrètement, la bataille pour faire mourir le CFA ECO au profit de l'ECO CEDEAO, est-ce que ce n'est pas l'enjeu principal aujourd'hui? Voilà ma question. Merci pour ta question très claire, camarade Laurent. Maintenant, c'est le tour de Missinoun. Oui, ok, merci. Donc, ma question va être très, très simple. Elle est donc la suivante. Comme le professeur Agboou le dit si bien, l'éveil des consciences est une très, très bonne chose. Et comme vous le constatez, l'initiative de la DUP contribue et participe donc de cet éveil-là. La question est la suivante. Est-ce que les différentes composantes de la DIP n'ont pas intérêt pour rendre leur action encore plus efficace à s'assurer donc de leur ancrage dans les différents pays donc africains pour rendre un peu plus visible, un peu plus efficace la contribution donc à l'éveil de conscience sur le continent? Merci. Merci pour la question, pour la contribution. Alors, on pourrait remettre la parole au professeur. Professeur Agboou. Oui. Bon, Bien. vous pouvez répondre à la série Bien, de merci. 4 questions. Oui. Merci. Je crois que le premier intervenant, à savoir Sostène, il se demande quelle est la valeur de l'Union africaine. Bon, je crois que quand vous lisez les statuts de l'Union africaine, tout est beau, etc. Mais ça reste seulement sur le papier. Et on peut ne pas être d'accord. Mais je dis, c'est celui qui finance qui commande. Et l'ennemi sempiternel qui fabrique des billets de banque et qui donne, lui, c'est rien du tout. Donc, affaiblit l'Union africaine. Tant que l'Union africaine sera financée par des aides extérieures, l'Union africaine sera contre l'Afrique. Je m'explique. Je donne quelques exemples, vous le savez, je le sais. On va dire, il y a quelqu'un qui fait un 3e mandat. C'est un exemple d'actualité. Bon, l'Union africaine va peut-être dire un petit mot et puis c'est fini. Parce que l'Union africaine, parce que celui qui fait le 3e mandat, il a l'approbation de la France, pour ne citer que cet exemple, l'Union africaine va se taire. Lorsqu'on va faire un coup d'État militaire et que la France n'est pas d'accord, eh bien, l'Union africaine va essayer de s'agiter. En un mot, l'Union africaine est au service de celui qui finance.
Le problème de fond, il est là. Maintenant, vous avez dit, bon, effectivement, quand Kadhafi était là, celui qui payait les cotisations, etc. Je suis entièrement d'accord. Mais j'ai dit et je répète, c'est un problème de survie, de vie ou de mort. Ce sont des faiblesses de l'Afrique que les gens exploitent. Donc, la nouvelle génération qui veut vraiment reprendre son destin en main, qui veut reprendre le contrôle de l'Afrique parce que l'Afrique appartient aux Africains, je suis désolé de me répéter, il faut battre monnaie. Quand vous avez la monnaie, le triangle de souveraineté, c'est d'abord la monnaie. Et vous pouvez vous défendre. Et le droit positif ou bien les droits, qu'on appelle, eh bien, vous pouvez faire votre loi. Bon, bref. Ensuite, en ce qui concerne notre frère Armand, il dit comment mettre en place, société civile doit jouer son rôle, etc., être les ambassadeurs. On est entièrement d'accord parce que chacun de nous qui a pris conscience de ce problème-là, il doit se donner les moyens objectifs pour contribuer à l'éveil des consciences. Même si ça peut choquer. Aucune armée, si puissante soit-elle dans le monde, ne peut pas vaincre une population qui se révolte, qui fait une véritable révolution. Je vous prendrai un seul exemple. Prenons le cas du Vietnam. Le Vietnam a fait la guerre, ou du moins ça a résisté contre les États-Unis d'Amérique, l'armée la plus puissante, pendant, je crois, peut-être 10 ou 15 ans. Mais le dernier l'ambassadeur des États-Unis a fui le Vietnam. On est venu le prendre par hélicoptère sur son toit. Ils ont fui. Le Vietnam est là. Voilà l'Algérie. Ils ont mené une guerre de libération nationale. Pourtant, Albert Camus, depuis 1956, avait écrit qu'il faut laisser ces gens-là. La France s'est entêtée jusqu'en 1956, jusqu'en 1962. La France a été obligée de fuir. Je peux multiplier plein d'exemples. Je vous ai pris il n'y a pas longtemps le cas de la Chine, et ainsi de suite. Quand un peuple dit non, je m'excuse auprès de nos sœurs, je vais rabaisser le débat. Vous allez prendre une jeune fille, une jeune femme, vous allez fermer à clé, vous allez passer la nuit à vouloir la violence. Si elle dit non, c'est non. Sauf si vous la tuez. Elle dit, c'est mon cadavre que tu vas avoir. Mais moi-même, quand je suis vivante là, je ne cède pas. C'est exactement ça la population. Quand une population est éveillée et qu'elle dit non, l'envahisseur finit par fuir. Notre problème est là, nous les Africains. Et je suis non seulement patient, mais je suis optimiste parce que je sais que tôt ou tard, ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Les Africains commencent. Donc, il faut un éveil de conscience. Et c'est ce travail-là que vous et moi, nous devons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Chacun à son niveau. Vous pouvez, surtout les jeunes filles, les jeunes dames, nous savons que quand une femme rentre dans un combat de libération, on réussit toujours. Parce qu'elle s'amène elle-même et puis elle amène des hommes. C'est comme ça. Donc, il faut multiplier les associations. Il faut aller vers la population civile, expliquer que la pauvreté qui est là n'est pas une fatalité. Que vous pouvez être les plus riches. Nous prenons le cas des Arabes qui sont dans le Golfe là-bas, ils étaient pauvres, tout ça, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils prennent conscience que, quand ils sont partis aux États-Unis, un peu partis, ils disent, donc on se rend compte que c'est notre pétrole qui est à la base de la richesse de ces pays-là, comme les États-Unis, tout ça. Avant 1973, le baril de pétrole était à moins de $3. Et puis, quand ils sont rentrés, ils ont dit, bon, on va s'unir. Ils ont créé l'OPEP, Organisation des pays exportateurs du pétrole. De $3
il passe à 10 $. Les Occidentaux ont été choqués. Premier choc pétrolier, 73-74. Et les gens disent, ah, donc notre affaire là, ça marche alors. 79-80, de 10 $, c'est passé à 20 $. Deuxième choc pétrolier. L'argent afflue seulement. Est-ce que vous avez entendu parler du troisième choc pétrolier? La réponse est non. Pourtant, le baril est parti jusqu'à 150 $. Ils sont habitués. Donc, quand vous ne luttez pas pour vous-même, vous êtes ridiculisés. Nous nourrissons le monde entier, sauf nous-mêmes. C'est ça le problème. Or, la solution existe chez nous. Il faut simplement se rassembler. Il faut simplement prendre conscience que nous devons nous aimer nous-mêmes. On aime tout le monde sauf nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai pas dit d'aller haïr les autres, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit nous aimons tout le monde sauf nous-mêmes. C'est ça le problème des Africains. Ce pays dont nous parlons, et d'où nous parlons, la France et les autres, ils ont connu la famine, c'est-à-dire la faim qui tue. Ceux qui lisent le français fait l'héros contre la vie, j'ai rappelé tout ça. Jusqu'à même manger de la chair humaine. Mais ils ont compris que pour construire le pays, il fallait éliminer ça. Nous sommes les seuls au monde à vouloir construire notre Afrique sans combattre avec efficacité la faim. Ce n'est pas normal. C'est ça que les gens regardent et puis ils disent, mais ces Africains, dans leur corps noir même, est-ce qu'il y a vraiment une intelligence? Comment? Ils ont tout. Tout. Il y a des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vous jetez les bouteilles de manioc, ça pousse. Et malgré ça, l'Afrique meurt de faim. Vous n'avez pas honte? Nous n'avons pas honte. Donc, nous disons, voilà des observations. Nous devons nous conscientiser, nous devons nous rassembler. Où que vous soyez, vous devez être, comme il a dit notre frère, des ambassadeurs. Pour dire notre salut se trouve dans le rassemblement. Et c'est seulement à partir de là, nous allons prendre conscience. Et un moment viendra, le détonateur va venir. Je donne un exemple, et c'est là que je termine. Vous croyez qu'un chef d'État africain qui est si puissant, si demain, il dit, bon, on va dire que le sac de riz, je prends ça. Le sac de riz, habituellement, c'est, on va dire, 20 000 francs CFA. Et puis, du jour au lendemain, il se réveille le matin, il dit, le sac de riz coûte 200 000 francs CFA. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, la population va descendre dans la rue. Immédiatement. Parce qu'elle prend conscience que c'est elle qui est visée. Ça, c'est immédiat. Donc, ce que nous sommes en train de faire comme les travaux, pour le moment, ce n'est pas encore rentré dans la conscience collective. C'est pourquoi nous devons faire des travaux de conscientisation par tous les moyens pour dire que ce qui nous arrive là, Dieu nous a déjà bénis, ceux qui aiment Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Toutes les richesses du monde sont chez nous. Nous avons même le derme le plus puissant du monde. Tout ça, mais on n'y sait pas encore. Bref, nous avons un passé glorieux que nous devons ressusciter. Et que la nouvelle génération, c'est là le rôle de l'éducation, tout ça on doit intégrer. C'est ça. Donc, le frère Armand, je crois que quand il dit comment mettre ça en place, il dit il faut continuer à contribuer à l'éveil des consciences. Maintenant, bien sûr, il y a des extrémistes qui vont dire bon, on tue tous ces chefs d'État, etc. Mais vous le tuez, vous le remplacez par quelqu'un. S'il n'y a pas éveil des consciences, c'est zéro. On a vu des enfants qui sont nés après l'indépendance politique. Nous, on croyait que, comme ils sont nés après l'indépendance politique, avec eux, on pouvait aller loin. Mais l'observation montre que ceux-là, je ne dis pas qu'ils sont pires, mais ils ne sont pas différents des autres. Hein. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, je les connais. Ensuite, le frère Roland, il dit, bon, c'est mobilisé pour l'éco, CEDEAO. Effectivement, la CEDEAO, bien sûr, quand on a créé ce qu'on appelle la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain,
ça ne peut être viable que s'il y a à l'intérieur une monnaie. C'est pourquoi la CEDEAO doit lutter pour mettre à jour sa monnaie, qui est l'ICO. Mais l'ennemi sempiternel a vu ça. Donc, a dit, bon, on va faire semblant de créer une monnaie éco, UEMOA, juste pour brouiller les pistes. Et du coup, le Nigeria s'est fâché, a dit que, bon, d'abord, si l'éco UEMOA voit le jour, moi, je quitte qu'on appelle la CEDEAO. Bon, mais surtout, depuis ce jour, non seulement l'éco UEMOA ne voit pas le jour, mais pour le moment, on est dans une situation où on regarde le Nigeria qui gère sa colère. Mais dans tous les cas, c'est un jeu. Les Africains sont tellement naïfs. On dit que c'est reporté en 2027. Et même jusqu'en 2030. Pourquoi ce n'est pas fait par hasard cette date? Parce que d'ici 2022, on imagine que le jeune Macron sera réélu pour 5 ans. 25 et 22 plus 5, ça fait 27 ans. Il aura fini son mandat. Il aura ce qu'il veut au niveau de l'Afrique. Et celui d'Abidjan, il aura fini même avec son mandat et ainsi de suite. En un mot, on se joue de nous. Pourquoi? Parce que l'éveil des consciences des Africains n'a pas encore atteint un seuil critique. Ce n'est pas la peine de désespérer. Il faut continuer le combat. Maintenant, notre frère Missioun, bon, je crois avoir répondu de façon indirecte à la question. Ce sont les associations, en un mot, créer toutes sortes de mouvements pour dire, ma soeur, mon frère, voilà le chemin, voilà là où nous allons. Je répète, il nous faut la monnaie unique. Il nous faut industrialiser le pays. Il nous faut être dans un État fédéral. Je donne un exemple. À Kigali, au Rwanda, ils ont décidé, c'est une décision politique, pour dire quiconque, désormais, le Rwanda a pris l'exemple, et dit, bon, celui qui a son passeport africain, il peut venir au Rwanda sans visa. Au lieu de continuer à dire tous les pays membres de l'Union africaine qui sont africains, quiconque a son passeport africain, il peut aller dans n'importe quel pays africain sans visa. Ça se fait ici à l'Union européenne. Ils ont dit non, on vous laisse la liberté. Bon, je crois que le Rwanda a fait, et le Bénin a appliqué, je ne sais pas qui est encore là, je ne sais pas si c'est le Ghana ou bien, bon, bref. Ce que je suis en train de dire, un peuple a besoin toujours et toujours d'être dirigé. Un peuple, où qu'il se trouve, a besoin toujours d'être dirigé. Il faut un visionnaire. L'Afrique, où elle est là, avant qu'on ne disparaisse, nous avons besoin de visionnaires, des dirigeants à poigne. C'est ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Paul Kagame, hein? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il exploite les machins, tout et tout. Mais allez au Rwanda, vous allez voir. Ça, c'est la forte personnalité de l'individu qui a rompu même les relations diplomatiques avec la France avant de les reprendre tout récemment. Mais quand bien même le Rwanda parle l'anglais, suivez ici, comme on dit, suivez mon regard. Qui est le président ou bien secrétaire général de l'OIF, comment on appelle? C'est comment on appelle? Le truc de francophonie. L'OIF. C'est une Rwandaise. Vous le savez, je le sais. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est une Rwandaise. Ça, parce que la France ne respecte que celui qui sait lui dire non quand il faut dire non. Voilà la réalité. Comment? Je vais encore tomber dans le bas instinct. Vous courtisez une fille sans aucun effort, elle se donne à vous. Vous-même, vous êtes découragé. C'est un homme qui parle.
Mais quand elle vous fatigue, là, vous êtes chaud. Mais c'est comme ça, la France. Mais je détends un peu l'atmosphère, hein, les sœurs. Hein? Elle dit, oh, celle-là, même, je n'ai même pas fait, n'est pas vraiment venue s'écouter. Oh, c'est pas la peine. Vous commencez même à douter même de sa moralité, alors que elle était de bonne foi, elle n'a pas voulu te fatiguer, mais nous, on aime ça, nous les hommes. On aime le combat. C'est comme ça la France. Si vous vous donnez facilement à la France, elle ne vous respecte pas. Ça fait des siècles, elle nous domine. Et nous, on donne tout. Voilà. Bien, La France respecte tous les pays arabes parce que c'est le lutte qui crée des problèmes. Professeur, il y a une autre dernière question. Oui. Oui, je crois que vous avez suffisamment répondu aux 4 questions, je crois. Oui. On va permettre encore une autre question. D'accord. Oui. C'est le camarade Raymond. Camarade Raymond, à vous la parole. Merci oui, beaucoup, camarade. Raymond, oui. Merci beaucoup, camarade Léonard. Merci, professeur, hein, pour la clarté de vos propos. J'ai une demi-question pour faire un parallélisme. À la lueur de votre exposé, qu'est-ce que vous inspire les dernières passes d'armes entre alliés sur les échanges commerciaux? Je pense à l'affaire des sous-marins relative à l'Australie et donc entre USA et la France. Et quand on a écouté, donc, quand on se rappelle des propos, en tout cas, de la colère que nous avions suivie au niveau du Quai d'Orsay, ne faites pas, en tout cas, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Que vous inspire cette passe d'armes? Merci. Bien, merci, cher frère. Je vais peut-être vous décevoir. Je ne pense rien du tout. Ça, c'est leur problème. Moi, je dis un vaste continent qui souffre. C'est celui-là qui m'occupe. C'est ça qui est ma préoccupation. Faites comme si je ne sais rien du tout. Je crois que vous avez compris, hein? Je suis désolé de vous répondre comme ça. Je ne pense rien du tout. Et je ne veux même pas penser quoi que ce soit. Comment? Toutes les souffrances qui nous imposent, ce n'est pas déjà suffisant. Et puis je vais aller encore mettre ça sur ma tête. Dis donc, vous êtes généreux, hein? J'ai fini. Merci. C'est bien servi, hein, Raymond. Oui, bon, il y a encore un peu de temps pour une autre question. C'est le docteur Taliam. Oui, bonsoir professeur et merci pour cette intervention. Alors, moi j'aurais deux questions très simples, très rapides. Est-ce que finalement, quand on vous entend parler, même quand vous mettez en lumière le triangle, effectivement, avec les 3 éléments, est-ce que finalement le préalable aujourd'hui pour l'Afrique, ce n'est pas un cadre politique qui permette justement de mettre sur pied tout ce que vous avez mis en avant comme orientation? Donc ça, c'est la première question. La deuxième, là, sur les derniers quelques mots que vous avez développés, j'entends beaucoup parler de rapport de force. Et donc, ma question, c'est quel est le rapport de force, pensez-vous, que la diaspora africaine doit engager pour justement impulser une vraie dynamique de changement au niveau du continent? Et j'en aurai fini. Merci. Merci. Alors, attendez, la première question, c'était pas déjà là? Est-ce que finalement, le préalable au fait du problème… Voilà, le politique, c'est ça. J'ai compris.
Alors, chers frères, de mon point de vue, le politique et la monnaie vont ensemble. Je reprends. Le politique, la politique si vous voulez, et la monnaie vont ensemble. Ce sont les deux pièces, les deux faces de la même médaille. Évidemment, on va dire le politique d'abord. Mais quand on voit, on devait dire, on passe même par l'Union africaine. L'Union africaine, comme dit l'Union africaine, qui devrait même impulser la création de cette monnaie unique africaine. Mais l'Union africaine est affaiblie. Et malheureusement ne fait aucun effort pour sortir de sa faiblesse. Mais il ne faut pas dissocier les deux. Il est évident que c'est celui qui est politiquement indépendant qui peut battre monnaie. Il n'y a pas longtemps, je vous ai cité les 12 pays qui sont sous la coupe de la France qu'on appelle les départements et territoires d'outre-mer. Je donne un exemple, prenons le cas de la Guadeloupe. Vous allez en Guadeloupe, vous avez le peuple noir qui est là-bas. Les gens qui ont été déportés, dont les enfants sont là-bas, etc. Donc, pour qu'il y ait un État, il faut 3 choses. 1, il faut un peuple. 2, donc il faut une population. 2, il faut un territoire sur lequel vit la population. Mais 3, et il faut un pouvoir central. Le pouvoir central de la Guadeloupe, de tous ces pays que se trouvent à Paris. Donc, il ne peut pas se permettre de battre monnaie. C'est ça. Donc, ce que vous dites, je suis d'accord, il faut la politique. Mais c'est cette politique-là qui immédiatement doit battre monnaie. Or, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné ce pouvoir politique et on a retenu ici à Paris la monnaie. On nous a donné une monnaie c'est une monnaie nazie avec laquelle on nous dirige. C'est ça. Vous remarquerez, prenez d'autres pays qui sont sortis, hein, que ce soit le Botswana, de tous ces pays qui sont au Maghreb. Tous ceux-là, ils sont sortis de la zone franc CFA. Mais leur niveau de vie n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. Le Botswana, quand on fait le classement des pays africains selon l'IDH, l'indice de développement humain, eh bien, le Botswana occupe la 5e place. L'île Maurice en tête, etc. Les 3 pays du Maghreb sont devant. Donc, ce que je suis en train de dire, effectivement, la politique, mais la politique va immédiatement avec comment on appelle, avec la monnaie. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il y a, le rapport de force de la diaspora. La diaspora doit s'organiser. La diaspora n'est pas organisée. Voilà pourquoi nous sommes affaiblis. Sinon, vous savez très bien que c'est la diaspora qui est le premier bailleur de fonds aujourd'hui en Afrique. Imaginez si on était organisé. Mais on allait agir directement sur le continent. Mais nous sommes émiettés, éparpillés. Notre problème, il est là. Donc, pour parler en termes religieux, le péché de nos aînés, c'est ça qui nous poursuit. Oui. Regardez la diaspora chinoise. Regardez. Le Chinois va venir, il rentre dans la diaspora, dans le silence, il ne fait pas de discours comme nous. Hein. En général, ils sont dans les restaurants. Il va travailler pendant 3 ans, 4 à 5 ans. Après, lui-même, il devient indépendant. Nous, ce n'est pas notre cas. Si vous allez à Château-Rouge ou bien machin, tout ça, vous allez voir une Chinoise ou bien tu vas vendre les produits africains. Mais qui apporte ces produits africains? C'est encore nous, les Africains. Si vous voyez que quelqu'un travaille dans cette boutique, c'est que c'est un salarié africain. Et ainsi de suite. Heureusement que la France impose le SMIC. Sinon, s'il n'y avait pas de SMIC, on allait les payer en dessous du SMIC, et ainsi de suite. En un mot, la diaspora, pour répondre à votre question, peut être une force, mais il faut qu'elle soit organisée. Si elle est organisée, effectivement, nous pouvons agir puissamment sur le continent africain. Mais tant que nous serons
dans le désordre, je me suis du terme, nous serons chacun dans son coin, etc., on ne va pas être puissant. Regardez, c'est là que je termine, il y a diaspora juive qui se trouve aux États-Unis d'Amérique. Quel que soit le président des États-Unis d'Amérique, il tient d'Israël. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Pourquoi? Parce que les lobbies juifs qui sont là-bas, ils sont puissants. Ils sont puissants parce qu'ils sont organisés. Voilà la réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'en ai fini. Merci, professeur. Vous avez très bien répondu à toutes les questions comme un grand professeur pédagogue. On va toujours recourir à vous pour nous éveiller, pour éveiller les consciences. Comme on dit, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Je vais sur ce repasser la parole à la camarade organisatrice de la journée, Marie-Josée Ngomo. À vous la parole, camarade. Merci, camarade Nyangoma. Bon, il est exactement 22h, on va dire 50, hein? Donc notre conférence tire à sa fin. Et je voudrais encore, en tout cas au nom de la dynamique unitaire panafricaine, remercier tous les conférenciers, tous les modérateurs, évidemment, tous ceux qui ont participé, que ce soit Augusta pour l'introduction, et encore vraiment remercier les conférenciers en ce qui concerne, qui nous ont vraiment bien édifiés ce soir, remercier tous les participants également, et je voulais également rappeler que cette conférence, qui je l'espère a plu à tout le monde, était organisée dans le cadre du contre-sommet Afrique-France de Montpellier. Alors donc, dans quelques instants, nous allons écouter la conclusion qui sera donc apportée par Raymond Aïvi. Il faut savoir que Togolais de la diaspora, Raymond Aïvi est le référent de la plateforme panafricaine, un collectif de nombre d'organisations de diaspora de pays africains. Il est également le coordinateur général de Kodi Togo. Kodi Togo, c'est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la diaspora. C'est un ancien élu municipal du Val d'Oise, dans le 95. Il est consultant en informatique financière, enseignant en mathématiques en région parisienne, et il est également membre de la coordination de la dynamique unitaire panafricaine. Je précise que Kodi Togo est une association qui fait partie de la DUP. Voilà. Sur ce, donc, je vous souhaite pour ma part une bonne soirée et je laisse donc Raymond conclure cette conférence panafricaine. Merci. Raymond, c'est à toi. Merci beaucoup, Marie-Josée. Je pense que je ne trahirai pas vos pensées si je dis que on n'a pas vu l'heure passer et qu'on a passé une belle soirée, une très belle soirée. Et je vais redire la même chose que Marie-Josée en remerciant une fois encore nos deux éminents professeurs, les frères Dragos Ouedraogo et Nicolas Agbourou, pour leur brillant exposé qu'ils nous ont fait ce soir et qui a fait grandir notre conscience. Il faut dire que la menace telle que nous l'avons comprise ce soir, elle est permanente. Et cette menace a un nom. C'est l'impérialisme sous toutes ses formes. Et ce diagnostic étant clair, il me semble que ce n'est pas exagéré de dire que nous sommes en guerre. Une guerre si silencieuse que le tableau peint ce soir nous montre la gravité de la situation et l'urgence qui commande que nous agissons
vite et bien. Sur ce diagnostic clair, les mots qui reviennent tant dans les exposés de nos deux éminents professeurs, c'est domination, soumission, occupation, pillage, qui sont le lot commun de cette pratique, voire assassinant tout ce qui concerne, par exemple, les questions monétaires. On l'a vu au Togo, j'en sais quelque chose, avec le président Sylvanus Olympio, qui 3 ans après les indépendances a voulu battre monnaie, il a été assassiné. Voilà le lot des pratiques que les impérialistes ne lésinent pas sur leurs moyens pour asseoir leur emprise sur l'Afrique. Une fois ce constat fait, ce diagnostic sur lequel on est unanime, ensuite, il faudra alors chercher à agir. Les vulnérabilités qui sont les nôtres sur ce registre sont connues. Les professeurs ont cité les questions sécuritaires. Les questions de sécurité, que ce soit sur la sécurité alimentaire, on n'est pas sans savoir que, le professeur Boou l'a dit, nos terres arables sont vendues aujourd'hui un peu partout en Afrique, en Madagascar, en Zambie, un peu partout en Afrique de l'Ouest, notamment aussi. Les questions donc de sécurité sanitaire, on est en plein dedans avec la pandémie Covid-19. La question donc de la sécurité civile et militaire, on est en plein dedans avec ce qui se passe au Sahel. L'Afrique de la défense est une urgence. Donc, ces constats faits sur les vulnérabilités nous amènent à dire quelles seraient donc les solutions. Les contours des propositions qui sont faites pour que nous puissions prendre le chemin qui nous amène donc sur l'Afrique de demain, la nouvelle Afrique, pour reprendre les termes de professeur Agboou, cette Afrique qui doit devenir un géant, le paradis terrestre. Cela passe par la mutualisation de nos actions. Et comme l'a si tracé nos pères fondateurs du panafricanisme, l'unité. L'unité du continent est une urgence. Et ça passe par le respect et la conscience qui ne se décrètent pas, comme l'a dit le professeur Boubou. Et donc, pour cela, il nous semble que nous devons nous révolter tous ensemble. Et cette révolte, elle est d'abord individuelle, comme lui le vit dans ses tripes, en nous livrant ses propos ce soir. Nous devons donc nous révolter individuellement avant même cette révolte collective. Il faut le souligner. Pour cela, je ne vais pas faire une autre conférence. Une seule chose qu'une urgence pour que nous puissions être sur ce bon chemin délivrable. Et cette organisation. Raymond, il faut que tu te rapproches du micro. Oui. Ah, pardon, merci. Là, c'est bien, oui. Et cette organisation passe par un plaidoyer qui est l'engagement de chacun de nous. Cet engagement fort qui nous commande à ce que nous soyons acteurs et non spectateurs, mais de façon bien organisée. D'ailleurs, c'est ce qui justifie que depuis que la DUP s'est en tout cas rassemblée en septembre 2020, elle s'agrandit de jour en jour, jour après jour. Et je pense que elle va atteindre son objectif pour peu que nous puissions continuer à travailler. Le professeur Agboou l'a dit, et il a dit en disant que voilà, cette pratique que nous
nous faisons en vulgarisant, en démocratisant, en faisant ces genres de conférences, en les multipliant, tous ces canaux. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir grandir dans l'organisation. Et je terminerai donc le propos en disant que, voilà, c'est Franck Fanon qui nous disait que chaque génération, dans une relative opacité, a sa mission à accomplir ou à trahir. Aujourd'hui, la nôtre, nous l'avons circonscrit. C'est à nous de savoir que nous devons l'accomplir complètement pour pouvoir donner cette Afrique nouvelle à nos générations futures. Il est tard. Et donc, je propose simplement qu'on puisse peut-être arrêter là, en remerciant une fois tous les conférenciers et puis les invités qui sont là. Et puis, voilà, on va dire que à très bientôt pour une autre conférence numérique. La DUP est coutumier de l'exercice. Et je pense que le professeur Agbourou, je voudrais dire au professeur Agbourou, le professeur Agbourou nous avait dit que quand on veut, je voudrais renouveler pour dire que nous, on veut toujours. Je voudrais que le professeur Ouedraogo aussi dise la même chose pour que nous puissions continuer ensemble à faire ce chemin donc de vulgarisation et d'émancipation, de l'émancipation de chacun et de tous. Sur ce, merci à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Je rappelle simplement aux membres de la DUP que nous avons à l'agenda, un rendez-vous mercredi, le 13, pour nos travaux. Je profite de cette opportunité pour le rappeler tout simplement. Et n'oubliez pas, on a de grands dossiers sur la table et on le rappellera dans quelques jours avec le code de Zoom pour cette plénière prévue à l'agenda. Belle soirée à tout le monde et une très belle, je dirais, journée de dimanche puisqu'on approche déjà ce dimanche et à très bientôt. Merci. Merci à Marie-Josée pour avoir, avec Maestria,